Bonsoir les amis, je suis heureux de vous retrouver. Je vais vous parler aujourd'hui de Nostradamus, comment on peut entrer dans les prophéties, comment on peut comprendre la structure des prophéties de Nostradamus d'une façon tout à fait certaine. C'est quelque chose qui n'a jamais été dit, c'est quelque chose que j'ai découvert, et c'est en relation avec le nombre d'or. Voilà, vous allez voir que tout est précis, tout est incontestable, et facile à comprendre, pour peu qu'on ne soit quand même pas totalement hermétique au nombre. Voilà, donc Nostradamus, eh bien, c'est quelqu'un qui a vécu, bien sûr, au XVIe siècle. Il est originaire d'une famille juive qui s'était convertie récemment au catholicisme, d'où le nom qui a été choisi par un aïeul, c'est son père ou son grand-père, Nostredame, ce qui faisait très catholique, très chrétien, BCBG. Et donc Michel de Nostredame, qui a pris de son nom d'écrivain Nostradamus. Alors on pense habituellement que les prophéties de Nostradamus se décryptent comme si elles étaient des visions. C'est-à-dire que Nostradamus aurait eu des visions du futur. D'ailleurs, ses premiers quatrains de son livre, Les prophéties, il dit, voilà, je suis assis en pleine nuit, et donc le divin vient vers moi, et alors pratiquement j'ai des visions. Donc on a évidemment spontanément considéré que Nostradamus codifiait dans ces quatrains qui ne veulent rien dire des événements du futur. Voilà, et donc des centaines, des milliers de gens ont cherché à comprendre au fil des siècles, depuis son existence, ce que ces quatrains pouvaient bien vouloir dire. Alors, un problème se pose directement, c'est que, en fait, on ne peut découvrir ce que Nostradamus a signifié que a posteriori. Il faut que les événements soient déjà arrivés pour que on comprenne, ah bah oui, le tel quatrain, il se référait à tel événement qui vient d'arriver, quoi, ou qui est déjà arrivé. Donc ça pose quand même un petit problème. Parce que les différents exégètes de Nostradamus eh bien, ne sont pas forcément d'accord sur le sens de tel ou tel quatrain. Ils peuvent donner des interprétations différentes à un même quatrain selon l'époque où ils vivent. On peut aussi se demander pourquoi Nostradamus a écrit son texte si ça ne sert pas en fait à deviner le futur, si ça ne sert qu'à corroborer un événement déjà arrivé. Donc en fait, on peut comprendre que le véritable sens des prophéties n'a pas encore été découvert. Hein, parce que au jeu de comprendre une voyance supposée de Nostradamus codée dans les quatrains, bon, il y a un problème de preuve, d'accord, parce qu'on peut dire, tiens, ça semble coller avec tel événement, je sais pas, l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand, ou l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle, ou l'arrivée de Hitler ou de Napoléon. Mais en fait, il n'y a pas suffisamment de preuves, quoi. Donc il y a toujours un doute, voilà. Et il faut chercher les véritables preuves, le sens des prophéties ailleurs. En d'autres termes, si Nostradamus était vraiment un voyant, une sorte de mystique inspiré par Dieu, qui avait des visions du futur, eh bien les exégètes tels Jean-Charles de Fontbrune et beaucoup d'autres n'en apportent pas vraiment les preuves. Ils disent, tiens, ça ressemble à tel événement qui est déjà arrivé. Hein. Par contre, quand on passe par les nombres, alors là, tout est parfait. Et en fait, on obtient cette fois-ci des preuves vraiment satisfaisantes pour l'intelligence et incontestables, comme on va le voir bientôt. Voilà. Il est intéressant de savoir, par exemple, qu'il y a des auteurs qui ont échappé, quoi, on va dire, à la Nostradamite, consistant à interpréter les quatrains en tant qu'événement du futur de Nostradamus,
Il s'agit par exemple de Roger Prévost. Vous voyez, Roger Prévost, il y a une vingtaine d'années, a écrit son livre Nostradamus, le mythe et la réalité. Un historien au temps des astrologues. Il déterminait en fait que le mage de Salon de Provence, parce que c'est là qu'il habitait, Nostradamus, en fait, ces quatrains ne concernaient pas le futur, mais bel et bien soit le passé, soit décrivaient des événements contemporains de l'existence de Nostradamus. Voilà, donc une démarche vraiment intéressante parce que, bon, on y reviendra dans un second épisode. Et il y a eu aussi le livre Lire Nostradamus autrement de Camille Bartoli qui va dans le même sens. Voilà, les quatrains de Nostradamus se référeraient à des événements passés. Et enfin, j'ai ce livre aussi de Jean-Paul Kléber, Les prophéties de Nostradamus, un livre très épais où chaque quatrain est repris, voilà, et il n'y a pas de prophétie du futur. Chaque quatrain est expliqué par rapport à certaines connaissances, et ce ne serait pas le futur, en fait, qui serait codifié dans les quatrains, bon, etc. En fait, j'ai beaucoup à dire sur le mage de Salon de Provence, parce que je l'ai découvert il y a très longtemps, hein, quand j'ai commencé tout ça, même il y a une trentaine d'années, bon, j'ai peut-être commencé il y a 25 ans, quoi, à m'intéresser à Nostradamus. Et bon, j'ai fouiné, j'ai cherché, je suis allé à Salon de Provence, dans la maison de Nostradamus. Voilà. Et en fait, j'ai pas mal de choses à dire et je vais commencer aujourd'hui par le début. Alors, il est intéressant de savoir que, je vais vous montrer quelques images, hein, tant qu'on y est. On ne va pas se gêner. Alors, on va ici. Voilà, ici, voilà. Voici un portrait de Nostradamus qui a été fait par son fils César. Et il y a quelque chose qui est méconnu dans ce personnage, c'est qu'il était, bon d'accord, considéré comme un prophète, il publiait chaque année les oracles qui étaient censés prévoir les événements qui allaient arriver dans l'année qui venait. Voilà, il était astrologue, hein, il était médecin aussi. Mais il est méconnu, enfin, on n'a pas suffisamment attaché d'importance au fait qu'il était mathématicien. Et en fait, il a énigmatiquement dit de lui-même qu'il avait reçu comme de main en main la connaissance des mathématiques de ses antiques progéniteurs, de ses ancêtres. Voilà, c'est dans le livre du docteur Edgar Leroy. Par ailleurs, un certain Jean d'Astruc rédigea en 1767 des mémoires pour servir à la faculté de Montpellier. Il affirme que le bisaïeul de Nostradamus lui enseigna les éléments du latin et des mathématiques. Et en fait, on est confronté à toute une série de témoignages comme ça qui créditent ce personnage du talent de mathématicien. Voici une photo que j'ai prise lors de ma visite à Salon de Provence, hein, là où vivait Nostradamus. Et donc, un bourgeois lyonnais, Jean Guéraud, dans sa chronique manuscrite, a évoqué Nostradamus en tant qu'homme très savant en chiromancie, mathématiques et astrologie. Hein, c'est dans la biographie de Mireille Huchon. J'ai acheté aussi un gros dossier de la correspondance de Nostradamus, la volumineuse correspondance, et on peut voir les en-têtes des lettres adressées aux mages qui sont révélatrices. Parce qu'on y trouve à profusion des au très honorable Michel Nostradamus, savant tant en médecine qu'en mathématiques, ou à l'éminentissime savant, tant en médecine qu'en mathématiques. Voilà. Il y a aussi d'autres témoignages. Voilà, une photo que j'ai prise aussi dans la maison de Nostradamus. Hein, je suis allé il y a très longtemps. Voilà, voilà.
Et en fait, il y a aussi, par exemple, un certain Hans Rosenberger qui écrivit à Nostradamus en 1561. Et alors il lui dit qu'il possède les vertus admirables nécessaires à la connaissance des sciences occultes et celles nécessaires à la connaissance, attendez, oui, des sciences mathématiques. Voilà. C'est dans le livre de Stéphane Gerson, de la biographie Nostradamus. Voilà. Donc, si vous voulez, oui, bon, je vais vous montrer deux bouquins, quoi. On a le livre de Stéphane Gerson qui était sorti il y a un certain temps maintenant, hein, Nostradamus, le prophète de nos malheurs. Ouais. Bon, il raconte la vie du personnage. Et est sorti plus récemment une autre biographie qui est celle de Mireille Huchon, Nostradamus. Voilà. Alors, il y a un chroniqueur aussi de l'époque du XVIe siècle qui relate le voyage de Nostradamus à la cour de France. Et il dit un astrologue nommé Michel de Nostredame, homme très savant en chiromancie, c'est-à-dire en lecture des lignes de la main, hein, mathématiques et astrologie. Et il a loi à la cour du roi où il était mandé. C'était la cour du roi Charles IX. Je continue parce que ces témoignages concernant Nostradamus, le mathématicien, parce qu'il est très important que cette facette du personnage soit bien reconnue. Parce qu'on va voir dans la suite que c'est très important, quoi. C'est la clé, en fait, d'entrée dans les prophéties. Et certains contradicteurs de Nostradamus, de son vivant, hein, il en a eu beaucoup, faisait valoir que son expérience des mathématiques, pour lesquelles il était le meilleur spécialiste au monde, voilà, était à l'origine de ses écrits. Il y a des gens quand même qui avaient compris quelque chose et qui étaient pourtant ses détracteurs. Voilà. Il y a un livre qui est sorti aussi à la fin du XVIe siècle. Hein. C'était Portrait de plusieurs hommes illustres, paru à la fin du... Voilà. Et Nostradamus avait sa biographie. Il est qualifié de médecin du roi, grand mathématicien et astrologue. C'est dans le bouquin de Stéphane Gerson. Et Nostradamus lui-même, dans son épître à Henri II, hein, affirme qu'il se livre à des calculations nocturnes et prophétiques. Hein, il se livre, il dit lui-même, il fait des calculations. Bon, donc des calculs. Alors, c'est vrai qu'en astrologie aussi, on peut calculer certaines choses. Mais bien souvent, les correspondants de Nostradamus disent qu'il est à la fois astrologue et mathématicien. Il peut être important aussi de s'intéresser à une des grandes voyantes françaises des dernières décennies, c'est Yaguel Didier. Hein, parce qu'on met dans une enveloppe une photo, quoi, et elle est capable de dire beaucoup de choses concernant ce qu'il y a sur la photo. Et donc, quand on l'a confronté au portrait caché de Nostradamus, hein, bon, elle a dit certaines choses, et notamment, elle voyait un homme qui fait des comptes, qui calcule, qui mesure. Cet homme est un extraordinaire mathématicien, il fait des calculs fabuleux, et il est en même temps un grand initié. C'est dans le livre Les grandes voyances de l'histoire. Voilà. Donc on peut se demander pourquoi est-ce qu'on donnerait du crédit à une voyante. C'est bien parce qu'on prend la connaissance partout. Moi, je n'ai pas de blocage. Si un voyant peut m'aider à comprendre où est la vérité, qu'est-ce qui est vrai, je prends. Hein. Parce qu'il est avéré que Madame Yaguel Didier possède un réel talent à deviner des vérités, quoi, concernant des contenus, des photos qui lui sont cachées. Donc ça m'intéresse aussi, je ne me limite pas, je ne limite pas. Même si, bon, ça pourrait paraître aux yeux de certains scientifiques un peu suspect, mais pas à mes yeux. Voilà. Eh bien, on va maintenant passer à l'observation de certaines photos, quoi, et on va entrer dans le sujet plus proprement dit.
Voilà. Vous avez par exemple ce livre qui était sorti il y a une vingtaine d'années. Hein. Je me souviens d'ailleurs l'avoir vu en librairie. Et les prophéties de Nostradamus, quoi, de 93 à l'an 2000. Et alors évidemment, ça décrit des tas d'événements, tous plus stupéfiants les uns que les autres, qui finalement ne sont pas arrivés. Hein, 93, une vague géante déferle sur Mexico. 94, Paris, ville morte, couvre-feu. Ça c'est marrant parce que le couvre-feu c'est plutôt en 2021. Hein. L'Amérique en feu en 95, etc. Quoi. 98, première rencontre avec des extraterrestres. 2000, première mission internationale vers Mars. Voilà, c'est un exemple typique de déchiffrage des prophéties, mais qui finalement se vérifie pas. Bon, donc le problème, c'est que ça revient quand même à flatter une certaine, le côté mesquin un peu de l'humain, hein, parce que les gens aiment bien rêver. Donc, si on leur dit, attention, Nostradamus, vous voyez, le super prophète, on va vous expliquer ce qu'il a prévu pour les années qui viennent. Bon, mais en fait, ça ne marche pas, quoi. Personne n'est capable de faire cet exercice, d'utiliser les prophéties pour décrire le futur. Voilà. Donc, c'est une voie qui apparaît sans issue. Et il faut chercher ailleurs la solution à l'énigme que constituent les prophéties de Nostradamus. Et en fait, on s'aperçoit que on va utiliser pour entrer dans la structure du livre de Nostradamus le plus connu, en fait, le nombre d'or. Hein. Donc je rappelle quelques éléments très rapidement. Le nombre d'or s'appelle phi, de la lettre grecque. Donc, il comporte certaines caractéristiques qui sont vraiment stupéfiantes et merveilleuses pour l'esprit humain, quoi. C'est stimulant pour l'intelligence. C'est aussi un critère de beauté. Hein. Le phi, le nombre d'or, mis dans un tableau, la proportion, la section dorée, la proportion dorée, c'est un gage d'harmonie, de beauté. On peut voir comme, d'accord, le nombre d'or, son inverse, son carré. À chaque fois, ça reprend les mêmes décimales. 1,618, 0,618, 2,618. C'est beau, il y a quelque chose de très beau. En fait, le nombre d'or, vous pouvez voir ici, la section dorée, quoi, c'est-à-dire la proportion dorée. Je prends une longueur verte, vous voyez, le vert, et je vais la départager en deux parties qui ne sont pas égales. Et c'est en fait le partage en extrême et moyenne raison. Bon, alors là, on ne peut pas vraiment comprendre ce que ça veut dire, mais voilà, la section dorée, hein, du nombre d'or est telle que la somme des deux longueurs divisée par la plus grande est égale à la plus grande divisée par la plus petite. Vous voyez, c'est beau, quoi. C'est intellectuellement très beau. C'est très particulier et très beau. Vous avez la série de Fibonacci. Hein. Voilà, chaque terme est l'addition de 0,1, 0 plus 1, ça fait 1, ensuite 1 plus 1, ça fait 2, 2 plus 1, ça fait 3, 3 et 2, 5, etc. Et après, vous pouvez continuer cette série à l'infini, quoi. Et plus vous descendez la série, quand vous divisez un nombre par son prédécesseur, par exemple 144 divisé par 89, ça fait 1,618. Plus on va loin dans la série, plus le nombre d'or est atteint avec précision. Vous voyez, le nombre d'or apparaît aussi dans des figures géométriques. Il est là comme par magie, quoi. On ne s'attend pas à ce qu'il y soit, et crac, il y est. C'est éblouissant. Voilà. Ça peut surprendre et émerveiller. Comme par exemple dans le Pentagone. Nostradamus, bien sûr, on va s'en rendre compte, connaissait tout à fait le nombre pi, hein, résultant de la circonférence d'un cercle divisé par le rayon. Et on sait que les initiés du passé aimaient bien les composants aussi entre pi et phi, comme par exemple pi divisé par phi au carré, c'est-à-dire 1,2.
Et on va retrouver chez Nostradamus pi divisé par 2 phi au carré, c'est-à-dire 0,6. Voilà, c'était une petite présentation sommaire. Et donc je remontre cette image, qui est extraite du livre de Jacques Grimaud, La révélation des pyramides, tome 1, parce que la chambre du roi, en tout cas la chambre haute de la grande pyramide, c'est en fait un carré double au sol de dimension 1, 2, ou un carré long. Et les dimensions sont entièrement gérées par le nombre d'or. Le sigle qui est là, c'est phi, c'est la lettre grecque, phi, c'est le nombre d'or. Donc c'est vrai en mètres, ce qui peut surprendre effectivement. Bon, on pourrait en parler une autre fois peut-être. Alors, les prophéties. Il est intéressant de savoir que Nostradamus, bon, il a dans son livre créé 10 centuries, des ensembles de 100 quatrains. Donc ça en fait 1000, bien que à la centurie 7, il manque 58 quatrains, vous voyez en bleu. Alors, je tiens compte des quatrains qui ne sont pas là, parce que c'est un nombre qui est présent dans la structure, d'accord ? Il y a 42 quatrains vraiment écrits à la centurie 7, mais 58 qui n'y sont pas, mais qui devraient y être. Voilà. OK ? Donc on a un total de 942 quatrains. 942, c'est en fait 3 paquets de 314 quatrains. D'accord ? Tout simplement déjà, pour entrer dans la structure du bouquin. 942 quatrains réellement écrits, c'est égal à 3 fois 314. Évidemment, 314, c'est le nombre pi, un des nombres les plus connus des mathématiques. Voilà. Donc on peut se demander déjà à ce stade-là si Nostradamus l'a fait exprès ou si c'est une simple coïncidence. D'accord ? Donc là c'est la même figure. Et voilà. On peut voir qu'il y a 1000 quatrains théoriques, puisque Nostradamus lui-même écrit qu'il va parachever la milliade. Donc il va parachever les 1000 quatrains. Bon, c'est en fait une illusion. Il ne parachève rien, puisqu'en fait, il y a 942 quatrains qu'il a réellement écrits. Il est peut-être interpellant de constater que 1000 plus 942, d'accord, ça fait 1942. Alors que le nombre pi divisé par le nombre phi, ça fait, si on réduit à 4 chiffres, ça fait 1942. D'accord ? La même chose. Voilà. Alors, dans notre périple, alors désolé pour ceux qui ne supportent pas les chiffres, vraiment navré, mais c'est comme ceci que les prophéties sont codées, quoi. C'est comme ça, voilà. Donc on va pas mettre dans nos égalités les virgules. On les met pas parce que, en fait, ça va pas être utile et ça nous compliquerait si on les mettait. Donc pas de virgule. Juste les nombres dans le bon ordre, ce qui va nous donner des idées de comparaison. Donc, un deuxième élément ici, vous voyez, comme par hasard, voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est là dans une réflexion intellectuelle, d'accord ? Puisque on pourrait dire, bon, il y a 942 quatrains, vraiment, quoi. Alors, pourquoi considérez-vous comme important les 1000 quatrains ? Mais parce que c'est une spéculation abstraite intellectuelle. Il y a 1000 quatrains prévus, 10 centuries de 100 quatrains, 1000, mais 900 quatrains réellement écrits. Je suis en situation de voir deux nombres que j'additionne et j'obtiens un nombre tout à fait extraordinaire. Voilà, je continue. Sur la figure suivante, je place le milieu. Vous voyez, le milieu, une notion extrêmement basique et simple, mais fondamentale. Un concept des plus importants. On a quelque chose, on en prend la moitié, on en prend le milieu. Donc je compte comme quelque chose d'intellectuellement actif les 58 quatrains qui ne sont pas là. Et je coupe au milieu. Donc à gauche, on est 500. 142
à droite, vous voyez, juste avant ceux qui ne sont pas là, 58 qui ne sont pas là, et 3 centuries complètes, les 8, 9, 10, en tout 380. Bon, alors qu'est-ce que je fais à partir de là, évidemment? Eh bien, il est intéressant de constater que je vais additionner ce fameux nombre 58 à chacune des quantités. 300, 142, 500. Et je vais obtenir des résultats qui sont quand même intrigants, spectaculaires. Vous voyez, par exemple, la première égalité, 58, bon, divisé par 300 plus 58. Bon, sans la virgule, hein, on est d'accord, je vais vous expliquer, ça donne 1620. Le nombre d'or fait 1618. C'est très proche. En dessous, je totalise 58 plus 500 cette fois. Et je vais fois 58. J'obtiens 3, 2, 3, 6. C'est exactement la valeur de 2 fois le nombre d'or. 3, 2, 3, 3, 6. Et tout simplement, enfin, si j'additionne 142 avec 58, j'obtiens 200. C'est-à-dire, si je balance la virgule par-dessus bord, ça fait 2. C'est intéressant parce que juste au-dessus, précédemment, on avait 2 quelque chose. D'accord? Donc, bon, je ne veux pas vous brutaliser le cerveau. Hein. D'accord? C'est-à-dire qu'on découvre en fait que même avant de toucher au moindre mot de texte, on n'a encore rien lu, on n'a lu aucun quatrain, et on utilise juste les quantités des nombres. Et on s'aperçoit que ces nombres n'ont pas été choisis au hasard par Nostradamus, mais que ce sont des quantités qui se prêtent à sous-entendre le nombre d'or. Et je peux verrouiller finalement avec la multiplication qui est à droite. Je multiplie 500 par 142 par 58 par 300. Je multiplie les 4 nombres qui composent la structure des prophéties, en ayant posé le milieu. Et bien ça fait 1, 2, 3, 5, alors que 2 divisé par phi, le nombre d'or, ça fait 1, 2, 3, 6. Donc c'est quand même très proche. Voilà. Alors, on pourrait émettre un argument. Ouais, mais alors, ici, tout n'est pas exactement précis. Parce que là, vous avez 1620, le nombre d'or, c'est 1618, alors c'est pas pareil quand même. Et là, vous avez 1235, et 1200, en fait, il aurait fallu 1236. D'accord. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Nostradamus a choisi des nombres, des quantités, avant même d'écrire la moindre phrase de son texte. Il choisit des nombres qui vont générer le plus de références au nombre d'or. D'accord? Donc lui, le truc simplement, ça fait 3 fois pi, comme on a vu au début. C'est marrant pour lui, d'accord, très bien, mais il ne s'arrête pas là, il en veut beaucoup plus. Il veut qu'on retrouve le nombre d'or beaucoup plus que ça. Voilà, donc c'est pour ça qu'on aura certains résultats exacts. Et si 3, 2, 3, 6, c'est exactement ça. Bon, 2, si on veut 202, ben c'est parfait, ça tombe très bien. Et parfois, c'est un poil moins précis. Parce que dans la structure globale des différentes égalités, il y a une cohésion qui est très forte. Voilà, ça reste très fort, malgré des petites inévitables imperfections. Parce qu'il va très loin, voilà, dans sa volonté de suggérer le nombre d'or plusieurs fois. On continue, et cette fois-ci, voilà, on prend les 600 premiers quatrains comme une seule quantité. Donc, en d'autres termes, les 6 premières centuries. 600 quatrains, là, il n'en manque pas. Voilà. Et donc, après, à la centurie 7, bon, il y en a 58 qui ne sont pas là. C'est amusant de remarquer que 600 plus 58 fois 58, ça fait 1 divisé par 2620.
le carré du nombre d'or, c'est-à-dire le nombre d'or multiplié par le nombre d'or, ça fait 2618. D'accord? Donc on reste dans la même structure et on a encore une fois le nombre d'or qui apparaît, quoi. C'est pour ça que là, c'est pas parfaitement précis, évidemment, parce que il a voulu que le nombre d'or apparaisse le plus grand nombre de fois possible. Voilà. Donc c'est un tour de force au final considérable. Voilà. Je voulais vous montrer un bouquin, une revue plus exactement, celle-ci. C'est la revue Occulture, un numéro qui était paru il y a une vingtaine d'années. J'avais dedans un article, ainsi que d'ailleurs au passage Alexandra Schreier, que je salue. Et donc c'était la première fois que je parlais de mes découvertes sur Nostradamus, les découvertes dont je vous parle aujourd'hui. Voilà. On va maintenant revenir aux mathématiques, en quelque sorte. Voilà. Donc ici, il est intéressant de constater que dans une figure précédente, il était question de 1236. Il était question de 3236. Et en fait, ces nombres-là n'ont pas été choisis par Nostradamus au hasard, parce qu'ils appartiennent à toute une famille qui est un petit peu étonnante, comme on le voit ici à droite. Vous avez 1,236, c'est 2 sur phi. Vous avez 2,236, c'est racine de 5. 3,236, c'est 2 phi. 4,236, c'est phi au cube. Et 5,236, c'est 2 phi au carré. Donc ce n'est pas anodin de retrouver dans les prophéties, dans la structure, deux de ces nombres-là. Nostradamus était bien sûr un connaisseur de cette famille. Et ce qu'on peut voir par exemple, c'est il est intéressant de tracer le triangle rectangle 1, 2. Parce qu'à ce moment-là, l'hypoténuse fait racine de 5. Vous voyez, 2,236. C'est intéressant parce que la définition algébrique du nombre d'or, c'est 1 plus racine de 5 sur 2. D'accord? C'est-à-dire, on utilise les trois côtés du triangle. 1 plus racine de 5 sur 2. C'est 1,618. C'est le nombre d'or. On peut donc très facilement qualifier ce triangle de triangle d'or, par excellence. Et on peut constater aussi que la coudée, qui a été utilisée aussi bien en Égypte ancienne pour bâtir la Grande Pyramide que par la suite des millénaires plus tard en Occident, au Moyen-Âge et à la Renaissance, cette coudée fait 0,5236. C'est 1 plus 2 plus racine de 5 sur 10. 1 plus 2, 1, plus racine de 5. On reprend les trois éléments du triangle divisé par 10. Et vous obtenez la coudée, que les bâtisseurs de différentes époques ont beaucoup utilisée. Donc il faut bien voir que Nostradamus manie dans ses prophéties des connaissances que les bâtisseurs de son époque connaissaient. Voilà, ce n'est pas le fruit du hasard, parce que aussi bien lui que les bâtisseurs pouvaient être des initiés qui travaillaient à coder la même chose, enfin dans le même sens. Voilà. Et donc, on peut voir ici la page d'un livre qui est en fait la géométrie du nombre d'or. Voilà, je vais vous montrer la couverture. Je m'assure que ça tourne, voilà. C'est la géométrie du nombre d'or, vous voyez, par Robert Vincent. Très intéressant, et il est intéressant de constater, comme on le verra bientôt, que Robert Vincent n'est pas un rigolo, quoi. On le verra dans quelques instants. Voilà. Et
donc, on peut constater que, en fait, les bâtisseurs du Moyen Âge utilisaient des unités de longueur, la paume, la palme, l'empan, le pied, la coudée, qui en fait se déduisaient les unes des autres par le nombre d'or. Il suffit de multiplier à chaque fois par phi, et on obtient l'élément suivant, hein, de la paume à la coudée. C'est quelque chose qui n'est pas tellement connu, et on arrive ainsi tout en bas à la coudée, justement, qui est égale à pi sur 6, c'est-à-dire 3,14,16 divisé par 6. Ça fait 0,5236. Alors, voici le quatrième de couverture, hein, du bouquin que je viens de vous montrer. Ok. Et donc, on peut constater que l'auteur est quelqu'un de très sérieux, quoi, puisqu'il est ingénieur diplômé de l'école spéciale des travaux publics de Paris, expert judiciaire honoraire, Robert Vincent. Il a dirigé pendant près de 30 ans un bureau d'études de béton, etc. Il a réalisé de nombreuses constructions de génie civil, tour de contrôle d'un aéroport, voilà. Donc, en fait, les informations qu'il donne sont recoupées aussi par une personne qui avait été interviewée par Patrice Pouillard pour son film BAM, un bâtisseur de l'Ancien Monde. Il s'agit de Pascal Varingot, qui est maître artisan, compagnon maçon du Tour de France. Et ce monsieur Varingot, lui aussi, confirmait le même savoir que celui énoncé par monsieur Robert Vincent. Et on peut également trouver dans le livre Géométrie du nombre d'or, on peut trouver cette figure-là de géométrie. Vous voyez, on repart du triangle 1, 2, rectangle. Donc l'hypoténuse fait toujours racine de 5 en proportion. Et à ce moment-là, par des tracés simples, vous obtenez toutes les unités de mesure du Moyen-Âge et de la Renaissance. La quine en question. Voilà, c'est-à-dire la paume, la palme, l'empan, le pied et donc la coudée qui englobe tout. Le tout étant tout à fait en référence, dépendant, enfin, tributaire du nombre d'or. Donc il a bien existé un savoir de bâtisseur. Je ne suis pas sûr que ça va. Il a bien existé un savoir de bâtisseur qui a été utilisé il y a des milliers d'années dans la Grande Pyramide pour la construire, définir ses plans, et également qui était utilisé des millénaires après en Occident pour bâtir les cathédrales, les châteaux. Voilà, il faut bien se rendre compte que si Nostradamus utilise des nombres en relation avec le nombre d'or, c'est parce que il est lui aussi un initié, il a le même savoir que les bâtisseurs. Tous ces gens-là sont finalement de la même catégorie, se référant au même savoir, aux mêmes données. Et on avance dans le diaporama. Donc les prophéties de Nostradamus. On a 1000 quatrains théoriques. Bon, mais en fait, il y en a seulement 942 qui ont été écrits et qui existent vraiment. Sur un plan purement intellectuel, si on cherche à réfléchir comme Nostradamus a pu le faire, à ce moment-là, on peut se demander quelle est la moyenne entre les deux. Mais dans ces cas-là, il y a 971 quatrains théoriques. Ils ne sont pas réels, c'est de la spéculation intellectuelle. 971. C'est le nombre intermédiaire entre 1000 et 942. C'est-à-dire que dans les quatrains manquants, il n'y en a plus 58, mais il y en a la moitié, 29. Alors, ce 971 est un nombre intéressant, parce qu'on s'aperçoit qu'on peut le diviser en 100 paquets de 100 phi quatrains. Ça veut dire que
971 divisé par 6 est égal à 161,8. Et là, je remets les virgules. Et phi, c'est le nombre d'or, donc 1,618. C'est quand même stupéfiant. D'accord? Ce 971 qui existe, qu'on déduit à partir des prophéties telles qu'elles sont, en fait, voilà, il se raccorde tout à fait au nombre d'or. Je peux faire 6 paquets de 100 phi 4,1, exactement. Voilà, donc ce nombre 6, c'est intéressant parce que pi sur 6, comme on vient de le mentionner, c'est la coudée. Hein. Donc on est bien aux prises quoi, avec un mathématicien. C'est peut-être aussi un groupe, hein, un groupe de gens qui a codé, quoi. Un groupe d'initiés qui travaillaient de concert, qui peut-être avaient travaillé aussi sur certains monuments. Ce n'est pas impossible. Hein. Les monuments qu'on a construits à la Renaissance. C'est pas forcément Nostradamus seul qui a écrit les prophéties. Il pouvait être une véritable société secrète qui travaillait sur la question. D'où la complexité après du résultat. Nostradamus aurait été la figure de proue, la personne mise en avant pour assumer le rôle de l'auteur. Et donc, on vient de voir que on a vu l'importance du nombre 6 hein, précédemment. Voilà. Et en fait, le 600e quatrain des prophéties, il a quelque chose de remarquable. C'est le seul qui est écrit en latin. Comme par hasard, le 600e. Alors, legis cantio contra ineptos criticos. Bon, je ne vais pas le lire en entier. Mais traduit en français, ça donne incantation de la loi contre les critiques ineptes. Que ceux qui liront ces vers y réfléchissent mûrement. Que le vulgaire, profane et ignorant n'approche pas. Arrière, tous les astrologues, les sots, les barbares. Que celui qui agit autrement soit maudit selon les rites. Je vais cliquer à mon emplacement, d'accord. Donc là, c'est quand même surprenant parce que dans ce quatrain, il est dit arrière tous les astrologues. En d'autres termes, Nostradamus dit discrètement que ces quatrains ne sont pas codés avec l'astrologie. Voilà, mais que donc c'est codé autrement. Et donc, voilà, arrière ceux qui ne savent pas et qui pourraient se tromper sur la nature de mes prophéties, les sots, les barbares. Et on est justement au 600e quatrain, le nombre 6 en valeur absolue, quoi. Voilà, c'est donc une indication qu'on est sur le bon chemin. Et justement, si je divise 942, le nombre de quatrains qui existe réellement, par 971, ce nombre de milieux hein, qu'on vient de voir, j'obtiens 6 phi. C'est incroyable, quoi. Voilà. Il faut bien se rendre compte que tous ces résultats ne peuvent pas être obtenus. C'est bon. Tous ces résultats ne peuvent pas être obtenus par hasard. Parce que vous pouvez en obtenir un ou deux par hasard, bon, on va dire 3, alors là ce serait le maximum, une coïncidence fabuleuse, mais à un moment donné de nombres qui s'associent ensemble, qui se multiplient, qui se divisent pour donner des variantes, des composés du nombre phi ou pi, il faut vraiment que ce soit fait volontairement. Hein. Le hasard seul ne l'explique pas, c'est un travail de mathématicien, théorique, de mise en place, qui a été fait exprès. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, maintenant, on reprend donc les prophéties, hein, sous forme d'un grand rectangle, comme d'habitude. Je me pose le milieu. C'est la version 971. Hein, c'est-à-dire que là, on est dans quelque chose qui n'existe pas, quoi.
c'est purement spéculatif. Je prends ce nombre de 971, qui se déduit quand même des 1000 quatrains théoriques qui étaient prévus au départ, et des 942 qui existent réellement. C'est celui du milieu 971. Donc je place effectivement à ce moment-là le milieu. Hein. J'ai un nombre de quatrains à droite, et, à gauche, je veux dire, et 2 à droite. Et la séparation des deux nombres de droite est faite par les quatrains qui ne sont pas là. Donc j'ai les 300 quatrains vraiment écrits et 185,5 à gauche. Donc là, j'ai réparti ce nombre de quatrains théoriques en 3 groupes. Et je constate que 485,5 divisé par 300, hein, ça fait 1618. On a dégagé la virgule. Or, phi, c'est 1618. C'est exactement phi, quoi. Et si je fais réapparaître ce nombre 6, qui a l'air tellement important dans la structure des prophéties, voilà, je fais 6 divisé par 185,5, le nombre de quatrains ici. J'obtiens, bon voilà, 3, 2, 3, 4, 5. C'est très proche de 3, 2, 3, 3, 6. 2 phi. Voilà. Donc là, il se confirme que les prophéties, avant même d'entrer dans n'importe quel texte, dans n'importe quel mot, hein, en restant en dehors du contenu verbal, linguistique des prophéties, eh bien, on a bien des groupes de quatrains, donc des nombres, qui suggèrent fortement le nombre d'or, avec une certaine sophistication. C'est très beau. Voilà. Et on arrive ici à la fin de ce diaporama. Je ne voulais pas non plus vous casser la tête trop. Hein. Je sais que souvent, c'est assez... il est délicat de manier les chiffres et les nombres trop longtemps. Hein. Là, tout va bien. Tout va bien. Attention au micro. D'accord. Voilà, donc on peut encore dire certaines choses. À savoir que le talent de Nostradamus en tant qu'astrologue a été remis en cause. Parfois, puisque, par exemple, après son passage à la cour du roi Henri II, Nostradamus est l'objet d'attaques virulentes de la part d'astrologues qui dénoncent ses ignorances et l'accusent de jeter le discrédit sur l'astrologie. Donc évidemment, voilà, comme le dit Madame Mireille Huchon, les attaques contre Nostradamus seront féroces. Elles porteront et sur sa conception de l'astrologie et sur son obscurité. Voilà, parce que des gens qui ne savaient pas que les prophéties étaient codées par les mathématiques, évidemment, et qui étaient un petit peu intelligents, qui étaient quand même des intellectuels, ils réceptionnent les prophéties, ils ne sont pas tellement d'accord, ils sont choqués, ils ont l'impression que Nostradamus est un truand qui escroque les gens pour gagner de l'argent. Et que donc ces prophéties sont complètement bidons. Donc ils l'attaquent fortement, violemment, hein, verbalement. Voilà. Et par exemple, un certain Videl, hein, qui était un auteur rival de Nostradamus, un astrologue et un médecin, il proposa à Nostradamus de lui servir de guide dans l'apprentissage des vrais principes de l'astrologie. Considérant Nostradamus comme un incapable en astrologie, Videl le traite d'ignare et de gros âne. Hein, c'est dans la biographie de Nostradamus de Mireille Huchon. Voilà. Donc, dans les dernières décennies, un spécialiste en astrologie était... je ne sais pas s'il est mort ou pas. Enfin, un spécialiste en astrologie est André Barbeau. Et il a dit: aucune configuration céleste identifiable ne sert de référence à ces énigmatiques quatrains, que rien n'autorise à qualifier d'astrologique. Ne mêlons donc pas le prophète de Salon à l'astrologie mondiale, et laissons les centuries à leur destin de délirantes interprétations.
Donc André Barbeau ne voit pas dans les prophéties quelque chose de réellement astrologique. Il ne le voit pas. Et Mireille Huchon écrit: il a été établi que Nostradamus ne se souciait guère des calculs astronomiques, faisant usage d'éphémérides variées, calculées par d'autres et sur d'autres méridiens, et qu'il ne se préoccupait pas d'en adapter les calculs aux méridiens auxquels il les appliquait. Alors, je ne suis pas spécialiste en technique, en sciences astrologiques, mais voilà, selon certaines sources, Nostradamus n'était pas un bon astrologue. Mais pourtant, il prétendait qu'il l'était. Et d'ailleurs, il a donné de multiples consultations astrologiques à des personnalités différentes. Il a fait les thèmes. Bon, alors, on ne va pas conclure trop sûrement qu'il était un mauvais astrologue, parce qu'il peut y avoir de la jalousie aussi, quand des rivaux de son époque voyaient le succès qu'il avait. Il pouvait aussi être fortement tenté, dans une émotion de jalousie, d'en dire du mal. Mais voilà, son astrologie a quand même été remise en question. De cet angle-là, ce serait quand même logique, parce que Nostradamus a côté ses prophéties avec les mathématiques, et non pas avec l'astrologie. Voilà. Il est intéressant de savoir que Nostradamus, ça marche, était en fait très proche de la famille royale. Par exemple, après la publication des prophéties en 1555, Nostradamus est convié à la cour du roi de France Henri II. C'est la reine Catherine de Médicis qui l'invita. Catherine de Médicis, donc, était originaire d'une grande famille italienne, les Médicis. Elle était l'épouse d'un fils de François Ier, roi de France. Il ne devait pas monter sur le trône, mais finalement ça a eu lieu. Bon, elle était la reine de Henri II. Et par la suite, quand Henri II est décédé des suites d'une joute, eh bien, c'est le fils d'Henri et Catherine, un des fils, qui est devenu roi, Charles IX. Et lorsque Catherine de Médicis a rendu visite au mage de Salon de Provence, avec son fils Charles IX, elle montra sa fascination pour l'astrologue. Un témoin parla de la légèreté de la reine, mère, et de l'attrait exercé sur elle par les prophéties. Évoquant les révélations de Nostradamus à son égard, la reine avait un air aussi confiant que si elle citait Saint Jean ou Saint Luc, nous dit le témoin. Et justement, quand le roi Charles IX a fait un tour de France pour rendre visite à son peuple, eh bien, il est passé à Salon de Provence, là où vivait Nostradamus, et peut-être même spécialement pour le voir. Et donc, à cette occasion, le roi adressa la parole à Nostradamus avec beaucoup de considération. D'après son fils César, le fils de Nostradamus, le mage en question accompagna le roi jusqu'à sa chambre et dialogua longtemps avec le couple royal. On conserve une lettre de Nostradamus où il écrit à sa protectrice: « Ce que votre majesté dira et fera sera promptement dit, fait et exécuté. » Voilà. Donc il faut bien se rendre compte que c'était précieux pour Nostradamus d'avoir la protection de la famille royale, et notamment de Catherine de Médicis, la reine, puis la reine-mère. Parce que ces prophéties sentaient un peu le soufre. À une époque où l'Église régnait, il fallait vraiment s'afficher catholique, quoi, fervent catholique. Sinon, si on commençait à s'occuper j'allais dire, d'alchimie, d'occultisme, s'éloigner vraiment de la théologie purement chrétienne, on risquait quelque chose. Il fallait faire attention à l'Inquisition. Donc, il apparaît que
si le roi et la reine de France étaient des initiés, une bestiole qui se balade, eh bien, évidemment, ils connaissaient très bien le contenu des prophéties. Catherine de Médicis savait tout à fait ce qui était caché, codé dans les prophéties. Donc, en faisant venir Nostradamus à la cour, il était évident qu'elle manifestait une protection sur le personnage, elle le protégeait. Plus personne dans l'Église n'allait oser s'opposer à un mage qui était protégé par le roi de France et son épouse. C'était inconcevable. Voilà. Donc il y avait comme ça une relation d'initié à initié. Nostradamus était un initié qui connaissait tous les secrets codés par la royauté dans les monuments, dans certains livres, certains tableaux. Voilà, le roi et la reine, évidemment, étaient très bien placés aussi pour être tout à fait au fait de cette réalité secrète. Voilà, d'où la relation particulière et étroite, on va dire, entre Catherine de Médicis, les rois Henri II, puis Charles IX, et Nostradamus. C'était au point où Charles IX a nommé Nostradamus en tant que médecin ordinaire du roi. Vous imaginez le privilège quand même. Et il lui a donné des pièces d'or. Donc voilà, c'était une façon de protéger le personnage, de le mettre sous son aile, qu'il n'ait pas de problème. Alors que l'on savait très bien dans la royauté que Nostradamus avait fait du boulot, etc., pour cacher des vérités importantes, pour préparer une révélation à venir. Nostradamus savait très bien que son œuvre ne serait pas comprise pendant des siècles. Voilà. On peut voir aussi que Nostradamus n'avait que 10 ans de moins que François Ier, le roi bâtisseur qui a bâti Chambord. Et donc, il n'est pas impossible que les deux personnages se soient rencontrés, connus. Il n'est pas impossible qu'en même temps que le château de Chambord se bâtissait, château éminemment codé et crypté, comme je l'ai démontré, et je continuerai à le faire, il n'est pas impossible que Nostradamus aussi ait écrit ses prophéties en relation avec les bâtisseurs de Chambord. C'est-à-dire on aurait une œuvre architecturale qui dépose des messages, des indices à décrypter, et on aurait une œuvre écrite qui dépose des messages complémentaires, cette fois-ci sous forme scripturale. Les deux personnages ont pu se rencontrer, même s'il n'y a aucune trace, c'est pas du tout impossible. D'autant plus que le secrétaire de Nostradamus, Jean de Chavigny, il a écrit que les quatrains furent écrits bien avant leur publication. Donc il est possible de voir en l'auteur des prophéties un exécutant au service de François Ier. Bon, c'est pas impossible. On parle là d'un cénacle d'initiés, d'une société secrète qui connaissait tous les secrets, qui déposait les indices sous différentes formes, et à laquelle appartenait Nostradamus. Voilà. De la même façon, les rois Louis XIII et Louis XIV, alors qu'ils étaient de passage à Salon de Provence, vinrent s'incliner sur la tombe de Nostradamus. C'est pareil, ce sont des clins d'œil d'initiés. Ces deux rois étaient bien sûr tout à fait au courant, voilà, de ce qui se tramait en coulisses dans la royauté. Et ils sont allés sur la tombe du mage de Salon, parce qu'ils connaissaient tout à fait ce qui était codé dans le bouquin Les Prophéties. Il faut le comprendre comme ça. Voilà. Mireille Huchon nous apprend aussi que Nostradamus s'était fait une spécialité de la recherche de trésors. Donc évidemment, puisque comme je l'ai montré dans ma vidéo, ça s'appelait comment, où j'ai décrypté la plaque de Loury, une inscription ancienne décryptée, dépôt alien.
Eh bien, voilà, il est clair qu'il y a dans toute cette affaire des choses qui sont cachées quelque part, hein, à droite, à gauche, qui ont été cachées pour être retrouvées dans le futur, hein, et avec un grand potentiel révolutionnaire. Évidemment, Nostradamus, lui, les trésors, ça l'intéressait, quoi. Ça l'intéressait beaucoup. Évidemment, parce que, bon, quelque part, enfin, il a codé aussi les emplacements aussi où se trouveraient certains trésors. Il y aura des suites à cette vidéo. Il y aura déjà la prochaine vidéo que je ferai sera une suite. Parce que après être resté à l'extérieur des prophéties, c'est bon, ouais, eh bien, on va quand même entrer dans les prophéties, dans certains quatrains. Et on verra que les révélations continuent en relation avec le nombre d'or. Voilà. Et on parlera donc des Templiers, de l'Arche d'Alliance, du déluge. Voilà, on verra quelques éléments qui sont forts, Et donc on est bien d'accord. Ça ne sera pas une prophétie pour le futur, de tel événement qui va arriver, et Nostradamus le savait, parce que ça, ce n'est pas possible, en fait, en analysant les quatrains, hein, comme s'il avait eu une vision. C'est pas possible, on peut réfléchir, on peut analyser ça longtemps, des siècles et encore des siècles, et on n'arrivera, à mon avis, jamais à rien, si on ne passe pas par les mathématiques. Sans passer par les mathématiques, on n'arrivera pas à prévoir le futur grâce à Nostradamus. Alors, il a pu prévoir, par exemple, la date de la fin des temps, la date d'une grande catastrophe qui arriverait, hein, parce qu'elle serait, par exemple, cyclique, et qu'en étant en possession des archives du passé, on peut deviner quand ça va revenir. Voilà. On peut prévoir quand certains objets seront découverts. Des objets comme l'Arche d'Alliance, les vestiges, l'héritage d'une civilisation disparue, hein, qui existait de façon antédiluvienne, dans une préhistoire complètement oubliée. Voilà, Nostradamus, là, pouvait nous dire, oui, ça existe vraiment, et on le retrouvera grosso modo à telle époque. Voilà. Mais que la personne qui va avoir le pouvoir en France s'appellera Martin dans quelques décennies, bon, ça, Nostradamus ne pouvait pas le savoir. Personne ne peut le savoir. Voilà. Mais écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. N'oubliez pas si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, hein, c'est vraiment très très utile. Mes vidéos n'ont pas beaucoup de likes, n'ont pas beaucoup de vues. En fait, j'en avais plus avant, j'en ai moins maintenant. Bon, ce que je fais dérange, évidemment, hein. Donc comme ça, c'est neutralisé, quoi. Bon, donc n'hésitez pas à mettre un like, ça sera utile, c'est un encouragement à avoir plus de clics aussi. Voilà, si vous déposez un com, je serais ravi de le lire et de déposer un cœur dessus. Supposez que ce ne soit pas trop négatif. Voilà, je vais vous donner rendez-vous à la prochaine émission, ce qui sera donc la suite de celle-ci. On verra, après l'infrastructure, on entrera quand même dans les prophéties, dans certains quatrains, et on verra des éléments précis, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants. Voilà. Je crois n'avoir rien oublié, enfin ça m'arrive d'oublier des choses, c'est pas facile, j'essaie d'improviser quand même, que ce soit pas trop comme un cours, hein. Voilà, portez-vous bien, et puis je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. Au revoir.